En 1990, Andrew Kevin Walker, c'est un jeune scénariste qui n'a pas vraiment de référence si ce n'est un épisode des Contes de la Crypte, et qui déprime un peu à New York. Il décide d'écrire un thriller noir, très noir, l'histoire d'un tueur en série psychopathe qui tue selon les 7 péchés capitaux, un film pour lancer sa carrière, et ça marche plutôt bien parce que New Line Cinema, qui est hyper emballé par le scénario, décide de du coup préacheter son scénar et de se lancer à la recherche d'un réalisateur. On propose à Guillermo del Toro, on propose à David Cronenberg, bon, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment intéressé, c'est pas grave, on va l'envoyer à un autre cinéaste, un certain David Fincher. Bon, à l'époque, David Fincher, le cinéma, il en a un peu marre. Il sort de Alien 3 qui a été un enfer et il décide de refuser à peu près tous les projets qu'on lui propose. Bon, il va quand même lire le scénario pour la forme et il le trouve génial. Il le considère comme un essai sur le mal et la cruauté, pas du tout comme un film policier. Le scénario qu'il lit, c'est un script un petit peu modifié puisque ceux qui connaissent Seven connaissent aussi sa fin absolument culte. Le problème, c'est que cette fin, la New Line Cinema n'en veut pas. Du coup, ils ont envoyé à Fincher une version de la fin édulcorée où ça se passe pas du tout comme dans le film final. Sauf que Fincher a appris ça, il a contacté New Line Cinema, il a dit « Ok, moi je suis chaud pour réaliser le film, mais par contre, je veux que la fin originale, sombre, soit la fin que je vais filmer. » Fincher ne réalisera le film que si cette scène finale sera gardée. New Line Cinema va céder et Seven est officiellement lancé. What's in the box? What's in the fucking box? Give me the gun. He just told you. You lied! You're a fucking liar! Shut up! Le casting se met en place. On va proposer le film à Nicolas Cage, à Denzel Washington, même à Sylvester Stallone. Sauf que, David Fincher, lui, déjà, il veut que dans le rôle féminin, ce soit Gwyneth Paltrow. Et du coup, qui c'est le petit ami de Gwyneth Paltrow à l'époque? C'est un certain Brad Pitt. Donc allez, on embauche les deux, d'une pierre deux coups. Le couple dans la vie sera aussi un couple à l'écran. Et ce casting, que va rejoindre aussi un certain Morgan Freeman, va contribuer à faire de Seven un grand film. Un grand film qui nécessitera donc un certain budget et le tournage de Seven va pouvoir commencer avec 30 millions de dollars en poche. Detective. After this, I'm Detective. No big surprise. Detective! You're looking for me. Un tournage pas facile, mais où se concentre une somme de talent assez hallucinant, avec comme chef d'orchestre un Darius Khondji, qui est l'un des plus grands directeurs de la photo du cinéma, et qui a une vraie vision sur Seven. L'idée du chef-op, c'est de faire un film noir, très noir, où la pourriture humaine va transpirer dans chaque plan, et l'idée donc, c'est de l'éclairer comme un film en noir et blanc, mais en couleur, avec une colorimétrie très particulière, et ça va donner un style assez génial qui va marquer le film. 55 jours de tournage, quelques accidents, mais rien de très grave. Bon, on est loin de l'expérience catastrophique d'Alien 3 pour Fincher, et le film sortira dans les temps, le 22 septembre 1995, dans les salles du monde entier. Seven, c'est un film dur, violent, qui est donc violent à l'écran, violent moralement, et qui est violemment extrême dans sa description de la corruption humaine. Du coup, New Line Cinema, ils s'attendaient pas non plus à un énorme succès au box-office. Et ils ont été assez surpris, parce que le film, en quelques semaines, ramène plus de 330 millions de dollars. C'est énorme. Et ça, c'est beaucoup dû à un bouche à oreille et des critiques géniales, des critiques qui saluent le jusqu'au-boutisme d'un film tellement noir et à la fin tellement cauchemardesque, un film maîtrisé de bout en bout, comme c'est souvent le cas avec David Fincher, et un film profondément sadique. Tout dans Seven transpire le talent, que ce soit par un casting hallucinant, que ce soit par son concept ou son rythme poisseux, morbide, comme si un brouillard de mort flottait en permanence sur la ville. Si on rajoute à ça la mise en scène d'une élégance folle de David Fincher, tout est réuni pour faire de Seven un grand thriller pessimiste. Faut se rendre compte qu'on est que sur le deuxième film de David Fincher. T'imagines, ton deuxième film, c'est Seven. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie, quoi. Mais alors du coup, pourquoi je parle de Seven en mieux? Écoutez, parce que après Seven, je me souviens que j'ai voulu découvrir un nombre de films inspirés thématiquement ou qui ont inspiré thématiquement Seven, et je suis tombé sur des monuments, sur des films qui ont été vraiment suffisamment bons pour tenir tête au chef-d'œuvre de Fincher. On va parler de grands films, on va parler d'excellents films, et je vais le dire, c'est comme Seven en mieux.
Et je vais commencer par un petit tupercute venu du Japon, un film qui est réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Avec un nom pareil, en même temps, tu peux t'attendre qu'à du bon. C'est un petit thriller atmosphérique complètement vénéneux, complètement machiavélique, qui est complètement dans la veine de Seven et qui s'appelle Cure. Ce film est sorti 1 an avant Seven et on va suivre un détective qui est lancé sur une série de meurtres étranges, tous commis selon un mode opératoire assez particulier. Parce qu'en gros, à chaque fois, on va retrouver le meurtrier complètement apeuré, qui n'essaye même pas de s'enfuir ou de se cacher et qui semble complètement amnésique. Le meurtrier qui sera à côté de sa victime. La victime, elle aura généralement une croix tatouée sur le cou. Et il y a plusieurs meurtres qui ont lieu comme ça, avec à chaque fois un meurtrier différent. Bon, déjà, dans cette histoire de tueur en série, d'ambiance un petit peu macabre, limite presque fantastique, en tout cas presque biblique, on peut penser à Seven, mais c'est surtout dans la mise en scène et dans l'écriture que les deux films se rejoignent. Cure, c'est l'un de ces films qu'on pourrait qualifier de malade, parce que dans chaque plan transpire une sorte d'anxiété, une sorte de malaise, mais qui est vraiment assez fascinant, quoi. C'est comme si toute la ville semblait plongée dans une dépression incurable et dans un pessimisme assez dingue. Alors oui, dans Seven, on retrouvait déjà un peu ça. Seven parvenait à transmettre cette atmosphère. Ici, ça va encore vraiment beaucoup plus loin, quoi. C'est glacial, c'est un film glacial, c'est glacial dans sa mise en scène, c'est glacial dans ses mises à mort qui sont extrêmement froides. Et on est mal à l'aise durant toute l'enquête du détective, une enquête qui va vraiment le mener jusqu'en enfer, mais quasi littéralement. Parce que je vais pas spoiler, mais le film prend quand même un tournant narratif hyper audacieux qui le fait lorgner vers le fantastique, mais de façon très intelligente. Il va tordre un peu son récit labyrinthique, et comme dans Seven, on va comprendre très vite que l'enjeu, c'est pas de savoir qui est le tueur, c'est pas d'arrêter le tueur, etc. L'enjeu, c'est de comprendre pourquoi la mort nous fascine. Et la mise en scène de Kurosawa est géniale, elle est pleine de symboles, et elle est pourtant d'une sobriété et d'une élégance hyper mécanique. Comme chez Fincher, comme il aime le faire, on a une caméra qui est quasi omnisciente et qui nous plonge dans des décors contaminés par les ténèbres. Franchement, j'ai jamais vu Tokyo filmé comme ça. C'est vide, c'est pas du tout ensoleillé. Franchement, en fait, il filme des fantômes, quoi. Des fantômes qui déambulent dans un scénario pervers au rythme lent, poisseux et rempli de séquences marquantes. Franchement, découvrir Cure, c'est l'assurance de ne pas en sortir indemne et de se prendre une gigantesque claque. C'est un grand film malade qui plaira forcément aux fans de Seven. Bon, on a commencé sur un petit monument, vous allez me dire autant continuer sur la lancée, on va faire ça, on va parler d'un grand film du tout aussi grand réalisateur Michael Powell, un film qui a fait un énorme scandale à sa sortie, au point même de complètement briser la carrière du cinéaste. Ce film s'appelle Le Voyeur. On va donc suivre Mark, qui est un photographe et caméraman plutôt sympa, un peu solitaire, juste il est un petit peu en marge de la société. Le souci, c'est que Mark, il est aussi obsédé par la terreur absolue, la vraie terreur, ça l'excite, ça le fait jouir en fait. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rencontrer des jeunes femmes pour les tuer et filmer leur agonie en gros plan, et ensuite diffuser en boucle les films qu'il a fait dans son appartement miteux, en se régalant de la souffrance qu'il a infligée. Bon, maintenant que j'ai posé l'ambiance du film, inutile de vous préciser qu'on est sur une œuvre qui est moralement très ambigu et même moralement assez crade. Le
Voyeur, c'est un film pervers et étouffant et qui nous prend à la gorge dès sa séquence d'ouverture où on suit le meurtre de Mark à travers sa caméra, de sa rencontre avec la victime jusqu'à sa mort qui est assez lente. Beaucoup de gens ont rapproché ce film d'un certain Psychose. Moi, je le mettrais plutôt en lien avec... En fait, pour moi, c'est comme si Fincher réalisait un giallo. Parce que comme chez Fincher et comme dans Seven, dans ce film, tout est désabusé. Il y a une écriture quasi psychanalytique du mal, de la violence, du meurtre et de la mort. Tout ça, c'est très très Fincher, quoi. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs séquences qui préfigurent même la mise en scène de Fincher. Watch them, Helen. Watch them say goodbye. One by one. I've timed it so often. I wish I could have found your faces for you. Tous les cadres sont hyper soignés, la photographie elle est hallucinante avec ses couleurs saturées et omniprésentes qui pourtant, même elles ne parviennent à aucun moment à entacher la noirceur du film. Chaque plan est composé avec un sens du détail assez dingue, bon c'est forcément moins dynamique dans le mouvement que chez Fincher, mais ça reste d'une puissance assez impressionnante. Et comme dans Seven, le tueur est génial. Franchement, en quelques plans, il t'impose une présence en un rictus, en un regard, il te met mal à l'aise, il pue la maladie mentale, il se transforme de tueur impitoyable et sadique à petit gamin complètement traumatisé par la mort et la violence en quelques secondes. C'est hallucinant, quoi. Franchement, c'est une grande performance. Switch it off, Mark. Mark, switch it off. Du coup, vous pouvez foncer sur Le Voyeur, c'est un visionnage très important. On est sur un film extrême, jusqu'à un final qui rejoint bien la noirceur et le pessimisme brutal de Seven, mais c'est vraiment un film à voir, c'est un film très important même pour l'histoire du cinéma. Might as well talk to a zombie. Is it safe to be alone with you, I wonder? Might be more fun if it wasn't. Pour finir, on va rester sur du très très fort. Alors je vais vous parler d'un film franco-néerlandais, un film qui m'a vraiment impressionné par son intelligence et sa violence morale. D'ailleurs, il y a un certain Stanley Kubrick qui a dit que c'était le film le plus terrifiant qu'il ait vu de sa vie. Ce film, il s'appelle L'homme qui voulait savoir. Un couple de Néerlandais part en vacances en France, il s'arrête à une station-service, l'homme va chercher une boisson et la femme disparaît, kidnappée, introuvable. 3 ans plus tard, toujours aucune trace d'elle, et l'homme reste obsédé par sa disparition. Et là, on se dit qu'un film classique aurait suivi la recherche du mari pour retrouver sa femme. Ici, vraiment, pas du tout. Après cette séquence d'intro, où la femme disparaît, du coup, on nous montre directement qui est le tueur, et on va suivre les chemins des 2 hommes jusqu'à ce qu'ils se rencontrent dans l'une des scènes les plus puissantes et les plus dérangeantes qui m'étaient données de voix. Le film est hyper efficace, une tension palpable en permanence grâce à ses nombreux partis pris d'écriture, notamment grâce à ce chassé-croisé entre 2 hommes, l'un que l'on sait traumatisé, l'autre que l'on sait dangereux et obsédé. Dans cette espèce de jeu de chat et de la souris, il y a aussi beaucoup de Seven. Croyez-moi, c'est des séquences qui vont rester en tête un long moment, notamment grâce à une mise en scène qui est certes classique, très efficace, et surtout qui parvient à t'envoûter du début à la fin. Faut s'attendre à un film très noir, très froid, très diabolique en fait. Ce film, on peut presque dire que c'est tout le dilemme moral de la fin de Seven qui s'étale sur 1h30. Du coup, ouais, la grande force de ce film, c'est indéniablement sa narration, son écriture, c'est l'inconfort qu'il crée chez le spectateur, parce que les points de vue changent sans cesse, parce que le rythme est particulièrement étrange, jusqu'à un final qui vraiment rejoint absolument Seven et va vous mettre une sacrée claque. Faites-moi confiance, vous pouvez foncer sur ce film, il est génial. Ik ben bang. Het gouden ei. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Croyez-moi, je vous ai vraiment parlé de 3 monuments. N'oubliez pas de vous abonner, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Et pour la prochaine vidéo, comme d'hab, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler. Je vous propose L'héritage de Freddy ou alors Trainspotting en mieux.
Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires et surtout n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.